Clap. Le lundi 11 janvier 1993, la maison d'un brillant médecin situé à Prevessin, près de Genève, prend feu. À l'intérieur, les pompiers découvrent alors les corps sans vie de Caroline, 5 ans, Antoine, 7 ans, de Florence, la mère de famille, et celui de Jean-Claude, le père. Tous sont décédés, à l'exception d'un membre de la famille, Jean-Claude, qui est entre la vie et la mort. En apparence, c'est donc un tragique accident, mais en apparence seulement, car en réalité, cet incendie cache une affaire criminelle incroyable qui a inspiré des films et des livres, marquant à jamais les esprits. Voici ce qu'il s'est passé. Nous sommes dans la jolie ville de Prevessin, dans l'Ain, une des villes frontalières à la Suisse, située à seulement 11 km de Genève. C'est une ville très tranquille où vivent principalement des hauts fonctionnaires internationaux, donc des familles très aisées. Et le lundi 11 janvier 1993, il est à peu près 4 h du matin quand des éboueurs alertent les pompiers. La maison des Romans est en feu. Arrivés sur place, les pompiers constatent que les flammes s'échappent de la toiture et que l'embrasement est déjà généralisé. Ils ne savent pas encore s'il y a des personnes à l'intérieur et donc ils forcent la porte d'entrée, mais elle est totalement bloquée. Un des pompiers va alors pénétrer dans la maison par une fenêtre qui est restée ouverte. Il arrive dans le salon, il monte tout de suite à l'étage et c'est là qu'il découvre dans la chambre parentale les corps de Florence, la mère, et celui de Jean-Claude, le père. Ils sont tous les deux allongés dans leur lit et le pompier constate tout de suite que Florence est décédée car son visage est complètement écrasé comme si la toiture ou une poutre lui était tombée dessus à cause de l'incendie. Par contre, Jean-Claude, lui, remue encore, mais il est dans un état très grave. Les deux victimes sont alors rapidement évacuées et le médecin présent sur place constate bel et bien le décès de Florence. Quant à Jean-Claude, lui, il souffre d'asphyxie et il est sur le point de mourir. Alors entre la vie et la mort, Jean-Claude est immédiatement transporté à l'hôpital le plus proche. En parallèle de ça, entre-temps, les fouilles continuent dans la maison à la recherche des autres membres de la famille, parce qu'on sait qu'il y a des enfants, et malheureusement les corps des deux enfants du couple, Caroline et Antoine, sont retrouvés sans vie dans leur chambre. Le médecin, à son tour, examine les corps des enfants, il explique qu'ils ne sont pas brûlés, qu'ils n'ont pas de lésions apparentes et qu'ils sont probablement morts d'asphyxie à cause de la fumée. Mais quand le médecin va retourner le corps des victimes, il va s'apercevoir qu'il y a dans leur dos une petite plaie qui ressemble très fortement à un impact de balle. Et donc pour lui, c'est certain, Florence et les deux enfants ont été tués avant l'incendie. Ce qui s'apparenterait donc à un simple accident se transforme en réalité en une affaire criminelle et c'est à ce moment-là que débute l'affaire Roman. Face à ces découvertes, une enquête est donc ouverte pour comprendre ce qui s'est passé. Et au tout début, les enquêteurs n'écartent aucune piste. Les meurtres peuvent soit provenir d'une attaque extérieure, peut-être une vengeance, un cambriolage qui a mal tourné, ou ça peut être l'œuvre d'un déséquilibré. Alors au lendemain de l'incendie, les enquêteurs se rendent chez les parents de Jean-Claude. Eux, ils vivent à peu près à une dizaine de kilomètres de la maison et surtout les enquêteurs veulent les prévenir que leur fils se trouve à l'hôpital entre la vie et la mort, plongé dans un coma. Mais une fois arrivés devant leur maison, personne ne répond. Il semble y avoir personne, tous les volets sont fermés et un des gendarmes a un mauvais pressentiment. Compte tenu de la situation, il trouve que c'est pas normal que personne ne soit là. Alors il parvient quand même à rentrer dans la maison et découvre Anne-Marie, la mère, et Aimé, le père de Jean-Claude, gisant sur le sol, tués par balle. Donc ils ont été eux aussi assassinés et à côté de leur corps se trouve aussi le chien de la famille, lui aussi tué. Donc en gros, c'est toute la famille Roman qui a été décimée. 5 victimes. La majorité des pistes étudiées par les enquêteurs s'écroulent donc. Ça peut pas être l'œuvre d'un déséquilibré ou celle d'un cambriolage qui a mal tourné parce que quand les membres d'une famille entière se fait assassiner, c'est généralement l'œuvre d'un proche et la seule piste envisageable à l'heure actuelle, c'est que Jean-Claude Roman, le seul qui n'a pas été tué, pourrait être l'auteur de ces 5 assassinats. Mais pour l'instant, les enquêteurs ne peuvent pas l'interroger parce qu'il a été plongé dans un coma artificiel, parce qu'il a inhalé beaucoup trop de fumée. Et dans le même temps, une autopsie a été réalisée sur les victimes. On apprend alors que la petite Caroline, Antoine, Anne-Marie, Aimé et le chien de la famille ont tous été tués d'une balle provenant d'une carabine 22 long rifle. Quant à Jean-Claude, lui, on retrouve dans son sang la présence de barbiturique, c'est un puissant anesthésiant, et le fait donc que toutes les victimes ont été tuées par balle à l'exception du père de famille renforce les doutes sur le fait que ce soit lui l'auteur de ces faits. Donc en attendant d'interroger le principal suspect, les enquêteurs vont se plonger dans sa vie. Comment et pourquoi un brillant médecin qui a la vie parfaite peut-il avoir tué les 5 personnes qu'il aimait le plus ?
Jean-Claude Roman est donc né dans le Jura, il est fils unique et très couvé par sa mère qui a une santé assez fragile. Sa mère l'a toujours infantilisé pour le protéger, à tel point qu'elle lui a raconté des mensonges et que son père faisait de même. Par exemple, un jour, sa mère fait une fausse couche, elle est donc emmenée livide par une ambulance dans un état grave, mais son père va lui dire qu'elle part en vacances. Et pendant toute son enfance et son adolescence, ses parents vont continuer à lui cacher des choses ou à transformer la réalité pour le tenir éloigné des problèmes d'adultes. Donc forcément, en grandissant, Jean-Claude va développer des liens très forts avec ses parents. Il partage beaucoup de son temps avec eux, à tel point qu'il va abandonner sa première année de médecine, qui se trouve à Lyon, pour retourner vivre chez ses parents. D'ailleurs, en parlant de scolarité, ça a toujours été un élève très brillant. Ses parents lui voient un brillant avenir et quand il est accepté en prépa de médecine, il fait le bonheur de toute la famille. Et pour Jean-Claude, vraiment, le regard de sa mère compte énormément. C'est donc dans cette école de médecine que Jean-Claude va rencontrer la future mère de ses enfants, Florence. Elle est étudiante en pharmacie et entre deux, ça a tout de suite été le coup de foudre. Quand ils ont 20 ans, ils se marient et après avoir obtenu leur diplôme, ils s'installent en 1983 à Prefsaint. Très vite, ils se font des amis et tout le monde les apprécie. Ils vont alors ensuite fonder leur famille avec les naissances d'Antoine puis de Caroline. Côté pro, Jean-Claude Roman devient donc un grand médecin qui travaille à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dont le siège est basé à Genève, en Suisse. Il est aussi chercheur à l'INSERM, un institut de recherche très prestigieux où il est spécialisé en cardiologie. Ses recherches sont reconnues par ses pairs à l'international. Jean-Claude va donc très fréquemment dans le cadre de son travail faire des conférences dans le monde entier, principalement au Japon. Bref, dans sa vie professionnelle, c'est quelqu'un d'important, mais surtout de respecté. Côté perso, les amis de Jean-Claude le décrivent comme un homme très aimable, un bon voisin et un très bon père de famille. Antoine et Caroline sont scolarisés dans une école privée, car avec le salaire de Jean-Claude, la famille Roman est très aisée, il ne manque absolument de rien. Leur train de vie est même évalué à 40 000 francs par mois, soit un peu plus de 8 000 €. Florence est elle aussi une mère de famille comblée qui s'occupe principalement de l'éducation des enfants et donc sur le papier, la vie de la famille Roman est parfaite. La seule petite ombre au tableau, c'est que depuis l'âge de 22 ans, Jean-Claude est atteint d'un cancer des ganglions. Il a fait donc plusieurs traitements, plusieurs chimios qui ont tous très bien marché, mais malheureusement, à chaque fois la maladie revient et donc Jean-Claude s'est donc toujours battu toute sa vie contre son cancer. Bref, à part ce souci de santé, les romans renvoient l'image d'une famille modèle sans aucun nuage. Une image qui ne colle donc absolument pas avec la cruauté des faits. Comment un profil comme le sien peut-il devenir un tueur en série ? Et c'est en interrogeant une des amies de Jean-Claude que les enquêteurs vont tout doucement s'apercevoir qu'il cachait bien des secrets. Dans le cadre de l'enquête de voisinage, les enquêteurs sont donc amenés à interroger plusieurs proches de Jean-Claude, notamment une femme, Chantal, qui affirme être en réalité la maîtresse de Jean-Claude. Cette femme vit à Paris et lorsqu'on commence à lui poser des questions sur son amant, elle explose tout de suite en larmes. En fait, elle confie que Jean-Claude Roman a tenté de la tuer le 9 janvier dans la forêt de Fontainebleau, donc la veille de la découverte des meurtres. En fait, l'histoire, c'est quoi ? C'est qu'en début de soirée, il était prévu que Jean-Claude la rejoigne sur Paris pour dîner au restaurant. Et donc après avoir parcouru 600 km en voiture, Jean-Claude a expliqué à Chantal que le programme avait changé et qu'entre-temps, il a été invité par Bernard Kouchner, ministre de la Santé à ce moment-là, et qu'elle était elle aussi invitée. Alors après que Jean-Claude ait récupéré Chantal en voiture, les deux amants roulent en direction de Fontainebleau, là où habite le ministre. Mais sur le chemin, Jean-Claude se gare sur le bas-côté de la route, demande à Chantal de sortir de la voiture car il a un cadeau pour elle. Il ouvre alors le coffre et lui demande de fermer les yeux. Et à ce moment-là, Chantal va expliquer avoir senti un gaz lacrymogène et avoir reçu une décharge électrique au niveau de son ventre. Elle s'écroule au sol et en rouvrant les yeux, elle voit Jean-Claude en train de l'étrangler avec une corde à sauter pour enfants. Devant les enquêteurs, Chantal donc continue d'expliquer en larmes son histoire. Elle explique qu'elle s'est vue mourir, mais qu'elle a eu ce réflexe de lui parler. Elle va alors lui rappeler qu'elle est maman d'un petit garçon, qu'elle doit s'en occuper. Et face à ces mots, Jean-Claude aurait alors arrêté de serrer la corde, comme si d'un seul coup, il réalisait ce qu'il était en train de faire. Et il va tout de suite s'excuser auprès de Chantal, en lui expliquant que les médicaments qu'il prend pour son cancer lui donnent parfois des excès de violence. Après ce drame, Jean-Claude va raccompagner Chantal dans son appartement parisien, avant de reprendre la route et de retraverser la France entière pour rentrer chez lui à Prefsaint. Les enquêteurs sont donc sous le choc après avoir entendu le témoignage de Chantal. Ils avaient déjà des très fortes doutes sur la culpabilité de Jean-Claude pour les meurtres de sa famille, mais en soi ils n'avaient pas de preuves. Mais là ça change tout. Ils savent maintenant qu'il peut tuer, ou en tout cas qu'il peut avoir l'envie de le faire. Il reste maintenant à l'interroger pour le confronter à tous les éléments qui pèsent contre lui, et ça tombe bien car une semaine après l'incendie, Jean-Claude Roman est sorti du coma.
Après donc avoir attendu que son état de santé soit compatible avec une garde à vue, les enquêteurs l'interpellent et le placent en cellule. Bien décidés à connaître enfin la vérité et à obtenir des aveux, les enquêteurs vont procéder au premier interrogatoire de Jean-Claude Roman. Et Jean-Claude, lui, se montre très calme, pas du tout stressé par la situation, et il nie en bloc tous les faits qui lui sont reprochés. Il va même expliquer que le soir de l'incendie, il s'est retrouvé face à des hommes cagoulés et armés et qu'il les a vus tirer sur ses enfants. Alors pour se protéger, il est monté à l'étage, il est rentré dans sa chambre. Florence, elle, était déjà couchée en train de dormir. Il a donc calfeutré la porte pour les empêcher d'entrer et il a ensuite commencé à sentir l'odeur de la fumée, à voir des flammes avant de perdre connaissance. Mais une fois que Jean-Claude raconte cette version des faits, il voit bien face aux enquêteurs que ça tient pas trop la route et qu'ils y croient pas. Alors Jean-Claude va changer complètement de version et il va enfin se mettre à table. Oui, c'est bien lui qui a tué sa femme, ses 2 enfants, sa mère, son père, le chien de la famille et qui a tenté de tuer sa maîtresse, Chantal. Et voilà ce qu'il raconte. Dans la matinée du samedi 9 janvier, une dispute très violente éclate entre lui et sa femme. Il n'explique pas pourquoi, quelles sont les raisons de cette dispute, mais il raconte que c'était très violent, qu'ils en sont arrivés aux mains et qu'il a alors pris un rouleau à pâtisserie et qu'il a frappé Florence en plein visage. Les coups étaient si violents que Florence s'est écroulée sur le sol de la cuisine et elle est morte. À ce moment-là, il raconte que les 2 enfants sont dans le salon, ils n'entendent rien, ils ne voient rien, et donc après le meurtre de sa femme, Jean-Claude s'installe dans le canapé pour regarder les dessins animés avec ses enfants, comme le bon père de famille qu'il pense être. Puis en sachant exactement ce qu'il s'apprête à faire, il fait monter sa fille Caroline, 5 ans, dans sa chambre. La petite fille a de la fièvre et il lui dit qu'il veut vérifier sa température. Il l'allonge alors sur le lit, sur le ventre, il lui met un coussin sur la tête, il sort sa carabine 22 longs rifles munis d'un silencieux et il tire 1 fois, 2 fois, 3 fois dans son dos. Jean-Claude Roman sort ensuite de la chambre en refermant la porte et appelle à son tour son fils, Antoine, 7 ans, en lui demandant de monter dans sa chambre. Même scénario, il allonge Antoine sur son lit et tire 1 fois, 2 fois, 3 fois dans son dos. Après donc avoir décimé toute sa famille, Jean-Claude Roman va passer plusieurs heures chez lui, comme si de rien n'était. Des voisins expliquent par exemple qu'ils l'ont vu aller chez le marchand de journaux et faire même quelques courses. Quand il rentre chez lui, il est à peu près 11h du matin, il appelle ses parents et propose de venir déjeuner chez eux. Il prend donc sa voiture, en mettant dans le coffre la carabine, et il roule jusqu'à destination. Une fois arrivé, il entre dans la maison avec sa carabine, en disant à son père qu'il veut la lui rendre, parce que oui, de base, c'est l'arme de son père, et il va ensuite l'attirer dans une chambre à l'étage en prétextant un problème de radiateur, et pendant que son père est baissé, le dos tourné, Jean-Claude va tirer, comme sur ses enfants, une balle dans le dos. Sa mère, à ce moment-là, est dans le salon, elle n'entend rien. Jean-Claude va descendre la rejoindre, va attendre que sa mère a le dos tourné, pour une fois de plus, lui tirer dans le dos, sans dire aucun mot. Et il va ensuite s'en prendre au chien de la famille. Avant de partir, il va déplacer les 3 corps, il va les mettre dans le salon, les uns à côté des autres, il va fermer les volets et il va rentrer chez lui. Dans la soirée de la même journée, il va appeler Chantal pour lui demander si leur dîner à Paris tient toujours, et la suite, on la connaît. D'ailleurs, concernant la tentative de meurtre sur Chantal, les enquêteurs sont persuadés qu'il l'a laissée en vie parce qu'elle est la seule qui lui a parlé. Si on observe les modes opératoires de ces 5 meurtres, excepté celui de Florence, ils ont tous été tués de la même façon, abattus froidement dans le dos, sans aucun mot. Le fait de ne pas pouvoir voir les yeux de ses victimes, ça a fortement aidé Jean-Claude Roman à tirer sur la gâchette, car c'est comme si qu'il les déshumanisait pour que ce soit un peu plus facile. Chantal, elle était en face de lui, et pire, elle lui a parlé. Elle lui a rappelé qu'elle avait un enfant, elle l'a supplié de la laisser en vie. Et c'est pile à ce moment-là que Jean-Claude a comme eu un déclic et qu'il a arrêté de l'étrangler. Bon, après avoir raconté tout ça, les enquêteurs veulent savoir ce qu'il a fait le lendemain des meurtres, donc le 10 janvier. Il va donc raconter qu'il a passé la journée à regarder la télé pendant que les corps de ses enfants se trouvent à l'étage, ainsi que celui de sa femme, dont il a déplacé le corps après l'avoir tué dans la cuisine. Puis, vers 4h du matin, Jean-Claude Roman avale des barbituriques, des anesthésiants et sédatifs très puissants. Il asperge ensuite toute sa maison d'essence avant d'y mettre le feu. Il monte dans sa chambre, il va se mettre dans le lit, à côté du corps de sa femme. Et le lundi 11 janvier, au petit matin, les éboueurs découvrent la maison des Romans en feu. Maintenant que les enquêteurs connaissent toute la vérité sur ce qui s'est passé, reste maintenant à savoir le mobile. Pourquoi ? Pourquoi avoir tué toute sa famille alors qu'il semble avoir une vie rêvée? Derrière le père et le mari parfait, quel secret Jean-Claude Roman cachait? Pour le savoir, les enquêteurs vont se replonger une nouvelle fois dans sa vie, mais avec cette fois-ci un regard complètement différent sur le personnage. Le premier élément qui va interpeller les enquêteurs, c'est la situation financière de Jean-Claude Roman. En fait, en épluchant ses comptes, on découvre qu'en réalité, Jean-Claude Roman, il est fauché.
Son compte est à découvert de plusieurs dizaines de milliers de francs. Donc forcément, on se pose la question de comment un haut fonctionnaire à l'OMS peut-il être ruiné? Du coup, les enquêteurs vont appeler le siège de l'OMS pour avoir des informations sur lui. Et là, la secrétaire va leur répondre qu'il n'existe personne de ce nom-là chez eux. Les enquêteurs tombent de 1000 étages, ils n'arrivent pas à croire que Jean-Claude Roman ne travaille pas pour l'OMS. Ils vont donc poursuivre leurs recherches et ils vont finir par découvrir que Jean-Claude Roman n'a jamais été médecin. Pourtant, ses amis de l'époque sont formels, il a bien suivi des cours à l'université de médecine de Lyon, mais en réalité, il n'a jamais eu sa deuxième année car il ne s'est pas présenté à ses partiels. Et c'est donc cette année-là, alors qu'il est âgé d'à peine 20 ans, que le plus gros mensonge de sa vie va débuter. Alors qu'il ne s'est pas présenté à ses examens, il va pourtant continuer à faire croire à tout le monde qu'il est passé en 3e année de médecine. Et d'ailleurs, il continuera même d'aller en cours, mais en soi pour rien. Enfin si, ça sert pour être crédible dans son mensonge, parce qu'il est obligé du coup d'avoir des connaissances. Et quand Jean-Claude va s'apercevoir que son mensonge fonctionne, que ça marche, qu'on y croit, il va rentrer dans son propre mensonge à tel point qu'il va finir par y croire lui-même. Il va donc continuer comme ça jusqu'à la fin de l'université, jusqu'à prétendre qu'il a eu son diplôme et qu'il est donc officiellement médecin. Mais là, la question que tout le monde se pose, c'est que ok, c'est une chose de faire croire à ses parents en tant qu'étudiant qu'on a continué de faire des études, mais aujourd'hui, c'est plus un étudiant, c'est un homme, c'est un père de famille, et donc comment il a pu tromper tout le monde pendant autant d'années? Sa femme, en plus, elle ne travaille pas, elle est donc tout le temps à la maison. Comment a-t-il fait donc pendant 20 ans pour ne pas se faire démasquer? Et en fait, pour comprendre tout ça, il faut bien qu'on ait à l'esprit qu'au-delà de la cruauté des faits qu'on lui reproche, s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas enlever à Jean-Claude Roman, c'est son intelligence. Il a des capacités intellectuelles, de mémoire, d'organisation qui sont bien au-dessus de la moyenne. Il est assez intelligent pour savoir ce qui est plausible de faire croire et ce qui ne l'est pas. Par exemple, quand il prétend avoir passé une thèse, il sait que forcément derrière, il va y avoir une cérémonie et donc il va penser à tout, il arrive à s'infiltrer dans une cérémonie qui n'est pas la sienne. Autre exemple, il sait que quand on est médecin et chercheur à l'OMS, qui est donc une organisation mondiale, on doit forcément aller à l'étranger et il va donc simuler des conférences à l'autre bout du monde pour encore plus étayer son mensonge. Bref, tout est pensé, tout est calculé pour ne jamais se faire démasquer. Mais du coup, si Jean-Claude Roman ne travaille pas, qu'est-ce qu'il a fait de ses journées pendant 18 années? Parce que pour rappel, chaque matin, il dépose ses enfants à l'école, puis part travailler et ne rentre que très tard le soir. Mais surtout, la vraie question, c'est l'argent. Comment il peut avoir un train de vie aussi luxuriant, avoir le même style qu'un vrai médecin, alors qu'il ne travaille pas? En gros, où est-ce qu'il trouve tout cet argent? Les enquêteurs vont donc finir par découvrir que lors de ses soi-disant journées de travail, Jean-Claude occupait son temps à rouler en voiture. Il allait souvent passer sa journée à Annecy, il allait au cinéma, il faisait du shopping, ou la plupart du temps, il restait dans sa voiture, garé sur un parking un peu isolé, où il lisait des entrevues médicales pour évidemment se tenir au courant de l'actualité médicale et pour continuer encore et encore à développer ses connaissances dans ce domaine. Et quand il disait à sa femme qu'il partait à l'étranger pour des conférences, pour le boulot, en réalité, il prenait une chambre d'hôtel et il passait ses journées à étudier des guides de voyage du pays dans lequel il était censé aller pour encore une fois être plus crédible dans son mensonge. Et en fait, pour lui, de devoir alimenter ce mensonge en permanence, c'est un véritable travail à temps plein. Pour vous dire, ses connaissances en médecine étaient tellement développées qu'il pouvait tenir des discussions avec des vrais médecins et que ces médecins-là étaient impressionnés par le discours de Jean-Claude. En ce qui concerne maintenant l'argent, c'est là que la supercherie prend un tournant radical, parce que Jean-Claude Roman va mettre au point un stratagème incroyable. En fait, tout son argent, c'est celui de ses proches. Jean-Claude leur a fait croire que parce qu'il travaille en Suisse, à Genève, il avait donc accès à des placements en banque dont les intérêts sont extrêmement élevés. On parle entre 15 et 18%. En France, on est à peu près à 3% pour un livret A. Et donc, il leur dit qu'en plaçant leur argent dans ces banques, ils allaient pouvoir recevoir de grosses sommes d'argent. Et c'est donc presque tout son entourage qui est tombé dans le panneau. Ses parents, ses beaux-parents, ses beaux-frères, et même Chantal, sa maîtresse, ils lui ont tous donné des centaines de milliers d'euros dans l'espoir qu'il les place sur un compte en Suisse. Autre arnaque, Jean-Claude Roman a joué de son statut de médecin pour duper un membre de sa belle famille en lui vendant un soi-disant médicament révolutionnaire pour guérir le cancer. Mais en réalité, il ne s'agissait que de l'eau. C'était du sérum physiologique. Et donc c'est comme ça que Jean-Claude Roman a pu vivre des années et des années entières de manière très aisée. D'ailleurs, en parlant de maladie et de cancer, vous vous doutez bien de ce que je vais vous dire. Oui, ça aussi c'est faux. Et en vrai, il n'avait pas forcément de raison de mentir sur ça, mais je pense qu'il a pu ainsi se placer en position de victime, notamment pour sa femme Florence, pour qu'elle puisse prendre soin de lui,
qu'elle puisse pas trop lui poser de questions et aussi qu'elle le prenne en pitié. Lui qui pendant 15 ans s'est battu et a lutté contre un cancer qui revenait sans cesse. Donc, pour résumer, la vie entière de Jean-Claude Roman était un gigantesque mensonge. Un mensonge, mais qui a été réfléchi et minutieusement calculé, et qui aurait surtout pu durer encore très longtemps s'il n'y avait pas eu un problème que Jean-Claude Roman n'avait pas prévu et qui est survenu quelques semaines avant les meurtres. Quelques semaines avant les meurtres, Jean-Claude Roman reçoit un coup de téléphone qui va accélérer sa chute. Ses parents, à lui, ont reçu un courrier de la banque pour leur signaler qu'ils ont un découvert de 60 000 €. Paniqués, ils ont alors naturellement questionné leur fils à ce sujet et pour la première fois de sa vie, Jean-Claude Roman est pris de court et n'arrive pas à trouver une bonne excuse. Il comprend alors qu'il est un peu acculé, que la vérité va tôt ou tard éclater parce que si ses parents ont reçu un courrier de la banque, ça veut dire que tous les membres de la famille, de toutes les personnes qu'il a escroquées, vont eux aussi, tôt ou tard, recevoir le même courrier. Et c'est surtout que l'argent de ses proches qu'il a emprunté, il les a dépensés. S'ajoute à ça, quelques jours plus tard, l'appel de Chantal qui lui demande de lui redonner l'argent qu'elle lui avait donné à placer. Et ça, c'est la goutte de trop. Il savait très bien que son secret allait bientôt finir par être découvert. Mais comme si ça ne suffisait pas pour l'abattre encore plus, un autre élément va complètement lui faire perdre pied. Florence aurait commencé à avoir des doutes sur son travail. En fait, elle a croisé une autre mère de famille devant l'école de ses enfants, dont le mari est lui aussi médecin à l'OMS, et cette femme va demander à Florence pourquoi elle n'est pas venue au Noël des employés de l'entreprise. Et donc quand Florence rentre chez elle, elle va en parler à Jean-Claude. Il lui a sorti une excuse un peu bidon, mais c'est surtout que dans sa tête, là il s'est dit ok, je vais bientôt être démasqué. Donc on peut supposer que sur le point d'être démasqué, Jean-Claude Roman a décidé de supprimer toute sa famille pour en quelque sorte effacer les traces de son mensonge. Il a préféré les savoir morts que faire face aux conséquences de ses choix et surtout de décevoir ses proches, notamment sa mère. Je pense qu'il n'aurait pas pu supporter l'idée qu'elle sache que son fils est en réalité un menteur qui a, selon lui, raté sa vie. D'ailleurs, son refus d'affronter la vérité doit probablement venir d'elle, sa mère, parce que rappelez-vous, toute sa vie, sa mère a menti pour le protéger, pour lui épargner la dure réalité de la vie. On imagine donc que c'est pour toutes ces raisons que le 11 janvier 1993, Jean-Claude Roman passe de menteur à tueur. Il tue car il ne peut être confronté à la vérité. Il tue parce qu'il a besoin de protéger ses parents. Il tue parce qu'il ne sait plus quoi faire d'autre. Il tue car il préfère être un lâche plutôt qu'un menteur. Le 25 juin 1993, près de 3 ans et demi après les meurtres, le procès tant attendu de Jean-Claude Roman s'ouvre devant le tribunal de Bourg-en-Bresse. La salle d'audience est pleine, tout le monde est venu voir le brillant médecin devenu tueur en série. Quand Jean-Claude Roman arrive le premier jour dans le box des accusés, son image surprend. C'est vrai qu'on a tous tendance à imaginer une sorte de monstre, mais en réalité, Jean-Claude Roman n'est pas très impressionnant, surtout qu'il a beaucoup maigri, il est très effacé, il a le regard baissé tout du long. Par contre, il va parler, il va répondre à toutes les questions et il dit surtout la vérité. La seule ombre encore aujourd'hui au tableau, c'est sa dispute avec Florence. Il n'a jamais voulu raconter pour quelles raisons ils se sont si violemment disputés ce jour-là, parce que c'est vrai que le meurtre de Florence reste très différent des autres. On a l'impression que son meurtre, c'était quelque chose de pas réfléchi, très précipité, comme dans un élan de rage, et donc sa mort reste un mystère, même si on peut imaginer que c'était sans doute la première personne à l'avoir démasqué. Comme dans chaque procès, avant les délibérés, le dernier mot va à l'accusé. Jean-Claude Roman se lève et s'adresse à sa femme, à ses 2 enfants et à ses parents. Il fixe leurs photos et dit « Je vous demande pardon. Pardon d'avoir détruit vos vies, pardon de n'avoir jamais dit la vérité. » Le 2 juillet 1996, après 4 heures de délibération, Jean-Claude Roman est reconnu coupable de 5 assassinats, plus d'une tentative de meurtre, et est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans, et la cour d'assises l'a également condamné pour détournement de fonds pour avoir escroqué sa belle famille. Incarcéré à la prison de Saint-Maur, Jean-Claude Roman est un détenu exemplaire. Un ancien prisonnier raconte qu'au sein de la prison, il se comporte toujours comme un médecin, il aide les prisonniers malades et veille à leur bien-être. Et à mon sens, ce comportement traduit que quand on est engrainé dans un mensonge pendant 18 ans, eh bien on finit par réellement le croire et ça devient notre propre réalité. Et je pense surtout que cette vie-là, celle d'un brillant médecin, ça a toujours été son rêve. Et ce qui est triste, c'est qu'avec son intelligence et toutes ses connaissances dans ce domaine, il aurait pu vraiment devenir médecin et il aurait pu avoir la vie qui va avec.
Jean-Claude Normand est sorti de prison. Il est sorti le 27 juin 2019, après donc 26 ans de détention. Il était âgé de 65 ans et il a décidé de s'installer dans une abbaye près de Poitiers pour passer une retraite tranquille, à l'abri des regards. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me le faire savoir dans les commentaires. Je sais que c'est une affaire qui est très connue en France et que vous la connaissiez sans doute tous déjà, mais cette histoire est tellement incroyable que j'étais obligée de la raconter. Elle me fait un peu quand même penser à l'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès, un homme qui est ruiné et qui veut surtout pas décevoir ses proches et qui donc préfère les tuer. Sauf que la différence c'est qu'ici on a pu avoir un procès et mettre un point final à cette affaire, contrairement à Xavier Dupont de Ligonnès qui aujourd'hui reste toujours introuvable. La prochaine affaire criminelle sortira bientôt, donc n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien louper. Je vous dis donc à la prochaine, bye!